Et nous reprenons le direct en direct de cette salle écureuil du musée de la bande dessinée, toujours à Angoulême, sur les bords de la Charente, pour cette 5e université d'été de la bande dessinée. Donc cette Web TV qui est exceptionnelle et qui aura lieu également demain. Posez toutes vos questions, toutes les questions qui vous passent par la tête. Posez vos questions à ceux qui font cette université de la BD, aux auteurs, aux organisateurs, aux spécialistes de la bande dessinée. Toujours en direct sur citebd.org et sur bdo.fr. Bien sûr. Toujours avec Bastien derrière la caméra et avec Pat Le Guen qui est toujours derrière ses petites manettes. Alors je suis bien entouré. Donc à ma gauche, Florian Ferrier, auteur. Voilà, c'est dit. Bonsoir. Bonsoir. Et donc à ma droite, Sébastien Cornio. Alors je vous présente comme un juriste, mais plus, vous êtes juriste de l'ADA-BD, donc Association des auteurs de bande dessinée. Oui. Juriste, alors déjà, juriste droit d'auteur, effectivement, Voilà. je suis délégué de l'Association des auteurs de bande dessinée, mais ici j'interviens sur l'université d'été, plus en ma qualité de juriste rattaché à la Maison des auteurs, cité de la bande dessinée, et au titre de ma mission d'accompagnement des auteurs dans le cadre de la Maison des auteurs. Ce que j'ai noté, oui, vous étiez en charge du service, et ça c'est important, du service d'information juridique. Voilà. Vous n'êtes pas en charge du juridique de la Maison des auteurs. Non, non, pas du tout. Vraiment l'accompagnement des auteurs sur les questions juridiques et administratives. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de boulot? Oui. Est-ce que les auteurs vous sollicitent beaucoup? Alors, déjà, peuvent me solliciter les résidents de la Maison des auteurs, c'est-à-dire à peu près une 30-35 personnes qui passent sur une année à peu près, plus les adhérents et à peu près tous les auteurs qui sont dans le bassin angoumoisin ou charentais. Voilà. Donc ça fait du monde, ça fait pas mal de questions à traiter. Et du coup, une énorme foire aux questions, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de questions ça part dans tous assez les sens, similaires. un peu comme aujourd'hui. Vous, en tant qu'auteur, Florian, est-ce que vous vous sentez assez accompagné? Est-ce que vous savez où aller trouver les outils quand vous avez des questions, outils juridiques? Ouais, mais bon, moi c'est un cas un peu particulier. Je suis venu à la BD très très tard, c'est-à-dire il y a juste deux ans, quoi. Qu'est-ce qui vous a pris? J'ai démarré par ça, c'est-à-dire j'ai fait l'école de BD ici à Angoulême il y a très longtemps, et puis je suis rapidement parti vers l'animation parce que ça me paraissait être plus intéressant que la BD. Je me voyais pas, j'aime le travail en équipe, je me voyais pas bosser chez moi tout seul devant une table à raconter des histoires dont j'étais pas sûr d'avoir envie de les raconter en fait, quoi. C'est le premier truc qu'il faut quand on est auteur de BD, c'est être passionné, être sûr que notre histoire on va avoir envie de la raconter. Faire un album c'est très long. Et souvent, on risque de s'arrêter en cours de route. Donc moi, j'ai fait un long break d'une 20aine d'années où j'ai travaillé dans l'animation, à peu près tous les postes, de la réalisation, anime, storyboard, enfin bon, un peu tout. Et j'y reviens maintenant, je pense, je me sens beaucoup plus à l'aise aujourd'hui, j'ai plus de bagages, j'ai plus de vécu, j'ai lu plus de livres, et je me sens plus capable aujourd'hui de mener une histoire au bout, dans des délais raisonnables, on va dire, quoi, sans me laisser porter... un peu par la fiction de ce que c'est qu'être un auteur, quoi. J'ai une idée précise de ce que c'est qu'aujourd'hui. Et on parlait justement un petit peu avant avec Benoît Berthaud et Thierry Gronstein je montre parce qu'il était là, du nouveau métier, du nouveau métier d'auteur et pour Benoît Berthaud notamment, l'auteur maintenant est un vrai petit chef d'entreprise. En gros. Est-ce que vous avez l'impression Oui, mais je crois que ça existe depuis longtemps. Il me semble que même Franquin faisait des travaux de pub à côté et tout ça. C'est-à-dire qu'on entretient un peu une légende sur la BD avant, c'était bien. Comme souvent, quoi, la nostalgie, c'est plus ce que c'était. C'est ignoré, voilà. C'est-à-dire que non, je crois que ça a toujours quand même été un peu comme ça. Il y a dans tous les médiums, on va dire, il y a entre guillemets des privilégiés, c'est-à-dire des gens qui en vivent du premier coup. Très bien, en pouvant donc faire qu'une seule chose, c'est-à-dire vraiment ce qu'ils aiment, quoi, écrire ou dessiner. Et puis quand même pour 99% des autres, il faut quand même trouver des solutions alternatives, quoi, parce que les droits d'auteur et les avances sur droit, ne suffisent pas à vivre, quoi. Sébastien, sans rentrer forcément dans le grand détail, parce que ça peut être très long et très ardu, quels sont les principaux outils mis à disposition des auteurs ou quelles sont les principales questions qui ont du coup généré les principaux outils mis à leur disposition en général pour les accompagner? En général pour les accompagner, oui. Alors ici, effectivement, on a la chance d'avoir cette résidence Maison des auteurs avec les services qu'elle propose. Ensuite, il y a des associations professionnelles. Il y a d'autres types de résidences ailleurs aussi qui peuvent proposer ce type de service. Vous avez interviewé Dominique Lebrun, je ne sais pas si le sujet est déjà passé. Juste avant. Société des gens de lettres. On propose aussi des services d'accompagnement à les adhérents. C'est toujours aux adhérents en général que ça se passe comme ça. L'association des auteurs de bande dessinée propose un service d'information principalement et de liaison des auteurs francophones. Donc la sphère est assez large. On existe plus via un site internet, forum internet, une page Facebook, fil d'information et veille d'information. On
travaille beaucoup sur le livre numérique, par exemple, en liaison avec le groupement bande dessinée du Syndicat national des auteurs-compositeurs, qui lui fait un travail plus de fond et de terrain, du reste, qui va négocier avec les auteurs, représenter les auteurs auprès des éditeurs dans des relations potentiellement conflictuelles, c'est pour essayer d'arranger les choses, voire pour aller plus loin s'il le faut. Stack qui travaille aussi sur un certain nombre de dossiers, comme le numérique aussi, qui propose aussi des services d'un juriste pour regarder des contrats, par exemple, des choses comme ça. Ce que je peux faire aussi dans les deux cadres, moi, Maison des auteurs ou ADABD. Ce que proposent la plupart des sociétés comme les sociétés des gens de lettres ou les sociétés d'auteurs aussi. Oui, il y a pas mal de possibilités en fait de s'informer. Alors, sans parler du net, où alors là, on a une multitude de forums très bien fichus. Je vais parler de celui d'ADABD parce que j'adore forcément, mais Café Salé, etc. Tu as plein de communautés comme ça qui s'organisent et qui échangent vraiment très bien l'information. Et vous intervenez parfois dans des conflits entre auteurs et éditeurs? Non, c'est pas mon rôle, moi c'est plutôt c'est le renseignement en amont, essayer d'éviter le conflit. Même quand on me présente un contrat, je vais plutôt essayer de donner des éléments pour aider un peu la négociation. Si c'est possible, quand c'est possible. Sinon après, je fais plus d'accompagnement quand même sur des questions de statut, comment vivre, comment articuler différents types de rémunération, différents types d'emploi, on peut parler aussi en ces termes-là, ou de statut. Oui, c'est beaucoup ça aussi l'accompagnement des auteurs. Hein. Voire parfois, c'est presque de l'assistance sociale aussi. Voire un petit peu d'accompagnement psychologique quand il y a un conflit, mais vraiment de niveau incompréhension avec un éditeur, pas forcément un éditeur bande dessinée du reste. Hein. Dans les cas qui peuvent m'être présentés, c'est plutôt avec d'autres types de soi-disant professionnels qui ne comprennent pas vraiment les vraies des conditions, ce que sont des conditions professionnelles et normales de travail. C'est vrai qu'on a encore l'image aussi de l'auteur seul devant sa table à dessin. Et seul, et puis c'est pas son métier, c'est pas son truc de oui, c'est chercher. Beaucoup le cas, ça c'est toujours une réalité. Je veux dire, faire un album, si on veut être dans les délais normaux, c'est 1 an. Dessiner 46 pages en 1 an, c'est un bon rythme. On se lève pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de vacances et c'est pas juste 3 heures par jour. Hein. Donc, le boulot de scénariste est plus. On n'a pas de vacances, ça n'existe pas. Les congés payés, par exemple, juste en termes juridiques, on peut s'en prendre des vacances, mais ça n'existe pas. On n'a pas d'indemnité pour prendre des vacances. C'est pas un statut de salarié lambda. Non, ça ne se gère pas comme ça. Non. Pardon, Florian, je te coupe. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que. C'est un métier difficile, quoi. Il faut être seul dans son bureau, oui, c'est un truc. Alors il y a des moyens comme la maison des auteurs ou des ateliers. Si on n'a pas envie de travailler seul, on peut aussi se regrouper à plusieurs auteurs, travailler ensemble. Ça m'est arrivé de le faire. Là, j'ai quitté parce que je fais autre chose, mais j'y reviendrai peut-être à un moment. Parce que ça permet aussi que les autres aient un regard sur ton travail, être un peu critique, et puis te faire prendre un peu de distance par rapport à... Souvent, quand on est seul, souvent, on s'enferme un petit peu quoi, dans son propre délire. Des fois, c'est bien d'avoir des regards extérieurs, d'autres dessinateurs qui font d'autres histoires, oui, puis avec d'autres styles, etc. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on voit de l'époque, qu'on peut retenir de l'époque Robat, Peyo, Franquin ou Greg, où chacun signait les pages de l'autre parce que le matin, il fallait trouver une idée. Et ben, le matin, des fois, on n'a pas d'idée, quoi. Donc le copain passe derrière et dit tiens, aujourd'hui, tu devrais faire ça, le gag est marrant, et puis pof, c'est parti, on fait le gag. Ça, ça existe encore aujourd'hui dans l'idée, ça. Il y a aussi ce que disait François Bouc tout à l'heure, ce compagnonnage qui se faisait autrefois peut-être un peu plus naturellement, avec un regard souvent très très critique, que lui a dû souffrir des anciens, avant d'aller présenter ses planches, avant publication et tout. Ça le faisait flipper. Hein, et ça, on le retrouve un petit peu, dans une moindre mesure, mais on le retrouve un petit peu dans des ateliers d'artistes. Oui, pour moi, c'est 2 choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a la reconnaissance par les pairs, qui sont les anciens de la BD, et puis la reconnaissance du public, c'est 2 choses très différentes en fait. Il ne faut pas les mélanger, c'est-à-dire que ça reste quand même une profession malgré tout. Donc, oui, mais la reconnaissance par la profession justement reste importante, j'imagine, pour l'auteur. Oui, je pense que ça reste quand même quelque chose. Même si on pense au public, c'est quelque chose d'important, mais c'est la même chose dans la recherche. Je veux dire, la recherche, on s'en fout de savoir si le public est content de nos recherches en maths fondamentales ou pas. Ce qui est important, c'est de savoir si les grands chercheurs d'aujourd'hui sont d'accord ou reconnaissent le travail qui est fait. C'est quand même certainement plus important, quoi. Donc, je pense que dans la BD, il y a cette recherche aussi, quoi. Il y a plusieurs niveaux de reconnaissance. Effectivement, on n'en a pas trop parlé là sur le sujet sociologique tout à l'heure, parce qu'on est parti plus dans l'historique, ce qui était très intéressant aussi. Du reste, ça recadrait bien.
Mais tu l'as dit, ça commence très souvent par la reconnaissance des pairs. Et c'est pas que la bande dessinée, c'est à peu près tous les arts, ça. Oui, c'est important. Il y a des études là-dessus qui ont été faites aussi, des auteurs aussi qui ont écrit là-dessus. Ça commence par là, c'est pareil aussi pour la peinture. Le marché, un petit peu, donc avec le public, mais d'abord le marché via souvent des intermédiaires. Là, pour la peinture, on va penser aux galeristes, toute l'organisation du marché de l'art, etc. Mais pour la bande dessinée, ça peut être aussi la même chose. C'est peut-être par des collectionneurs de planches originales. Oui, etc., ou des etc. libraires aussi. C'est par les relations avec les professionnels aussi. Qui font circuler l'info comme quoi le bouquin est bien. C'est ce que je voulais dire, les relations avec les acteurs, professionnels après. Le premier étant importants, l'éditeur, ton premier contact et ton premier... La première reconnaissance souhaitée. Et puis le public, mais aussi après, moi je rajouterais celle que j'aurais aimé qu'on traite un petit peu aussi dans un des sujets, on le verra peut-être dans le reste de l'université d'été, mais c'est aussi la reconnaissance, alors c'est plus sur le terrain juridique après, c'est la reconnaissance en termes de statut, mais aussi un petit peu au-delà, par les pouvoirs publics en général. Donc le statut, on a vu, je ne sais pas si vous avez fait ce que Dominique Lebrun a dit finalement dans la petite interview, il y a un statut qui existe, il y a déjà une vraie reconnaissance. François Bouc parlait aussi de l'exercice sous forme de statut journalistique, on a évolué vers un statut d'auteur, donc avec la liberté de création qui va avec et tout ça, on a perdu d'autres choses, une certaine sécurité, des rémunérations, l'assurance chômage, etc. etc. C'est pas rien parce que ça contribue aussi à la paupérisation des auteurs. Ça me renvoie à une question de Julien justement, à quand un véritable statut du dessinateur BD, de l'artiste même en général, pour mieux ancrer la profession, ne plus se perdre dans les méandres de l'administration, chambre de commerce. Qu'est-ce qu'on appelle un véritable statut? C'est ça, voilà. Est-ce qu'on a besoin la question est compliquée parce qu'en fait, c'est à la fois politique, c'est à la fois juridique, c'est à la fois, et même on va dire, social. Enfin, oui, sur le terrain d'une juridique. D'une reconnaissance vis-à-vis de la loi, quoi. Ça met en branle quand même. C'est une question complexe. D'abord les pouvoirs politiques, parce que c'est eux qui peuvent changer la loi. Il faut avoir la volonté de le faire déjà, dans un premier temps, pour pouvoir s'asseoir et discuter. S'il n'y a pas de volonté de le faire, ça restera lettre morte. Et ensuite, sur le terrain juridique, il faut se mettre d'accord, faut mettre d'accord plusieurs corpus de textes. Le code de propriété intellectuelle, avec le ministère aussi de la Culture derrière tout ça, qui peut être un peu sur tous les terrains. Le code de la sécurité sociale, le ministère de la sécurité sociale. C'est aussi compliqué. Le code général des impôts. Ouais. Voilà. Qui n'est pas le plus simple. Non, mais encore un autre ministère aussi. C'est ça met en branle en fait 3 gros ministères. Et il faut mettre d'accord tous les corps professionnels d'artistes aussi, parce qu'on ne peut pas faire évoluer le statut juste pour les auteurs de bande dessinée ou une seule branche. Ça ne se fait pas vraiment comme ça. Ça peut se faire un peu avec la pression des organisations professionnelles, pourquoi pas, le SNAC, c'est des sociétés d'auteurs qui peuvent le représenter, etc., mais ça ne suffit pas. On ne peut pas changer des lois comme ça, on ne peut pas faire des lois pour... la population des auteurs, on ne la connaît pas exactement, on a des chiffres qui oscillent entre 1400 et peut-être 3000 auteurs, on ne sait pas trop, mais ça ne fait pas beaucoup pour faire une loi. Voilà. Donc un vrai statut, je serais tenté de dire, pour répondre, c'était Vincent, c'est ça, je crois. Il existe de fait. Oui, c'est ce que nous a décrit M. Dagessa cet après-midi, Stéphane Bismuth, ce que nous a décrit Dominique Lebrun aussi, c'est sur quoi j'ai essayé de leur faire parler. Jean-Luc Loyer parlait, lui, de son vécu par rapport à ce statut-là. Il existe. Après, il est imparfait, on le sait. On a expliqué cet après-midi qu'il y avait quelques petites améliorations dernièrement sur la prise en compte de certains types d'activités qui jusque-là n'étaient pas considérées comme des activités pouvant donner lieu à perception de droits d'auteur. Donc ne comptant pas forcément pour l'obtention du statut d'artiste-auteur aussi. On voit que ça, c'est en train d'évoluer. On voit aussi qu'une vraie formation professionnelle, on n'a pas eu le temps d'en parler malheureusement, et ça c'est un vrai sujet important parce que ça devrait se mettre en place l'année prochaine, une vraie formation professionnelle des auteurs va arriver. Si ça, c'est pas déjà une caractérisation d'un statut, je ne sais pas ce que c'est qu'un statut. On est sur la voie, c'est long, c'est en train d'être ça se fait. C'est très très long, l'administration. Ça se fait, par contre il faut batailler tout le temps pour faire ça reste long. Alors, juste une question pour finir notre petit entretien, une question très simple, deux questions d'ailleurs très simples. Un synonyme pour le mot auteur, vous diriez quoi? Un synonyme. Un synonyme. Quel serait le synonyme du mot auteur? Très difficile. Bon, je vous ai posé la question. Synonyme peut-être artiste déjà, mais... Et l'autre, il faut être certainement un peu artiste. La qualité fondamentale pour un auteur aujourd'hui. Il en faut, et là, il en faut beaucoup.
Liberté. Oui, de la passion, surtout, c'est-à-dire Passion, de la par passion. exemple. Il faut vraiment y croire. C'est un métier difficile. Et encore une fois, faire un album ou un scénario qui tient debout, qui n'est pas la réminiscence du film qu'on a vu la veille au soir à la télévision, ça demande du boulot, ça demande de la culture, de la maturité. Moi, je retiens passion et je retiens liberté comme ça. mot. Oui, comme certainement. mot qui Oui, fait- oui, et beaucoup de courage. certainement important. derrière. Ouais, certainement. Oui, oui, de ténacité. Je vous remercie et je vous libère, mais je vous remercie beaucoup de prêter à ce petit jeu. Moi aussi. Merci. Et là, nous partons pour une petite interview, un tout petit entretien avec Denis Lapierre. Denis Lapierre, vous connaissez Denis Lapierre, c'est un auteur dont nous parlons beaucoup sur BDO.fr, notamment. Et là, on parle de Ludo, Lucas, Le Bar du Vieux Français, La Femme accidentelle, Alter Ego, Destin également. Il a collaboré avec Maltese, Stassen, Wozniak, Paul Gillon. Et bien d'autres, évidemment. C'est une petite interview réalisée par Sylvain et Bastien tout à l'heure dans les coulisses de cette 5e édition de l'Université d'été de la bande dessinée. A tout de suite.